Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 17 mai à la une de l'actualité. Sur instruction du président de la République, une délégation ministérielle en déplacement dans les zones touchées par les dernières intempéries. Le ministre de l'Intérieur promet une prise en charge rapide des dégâts enregistrés. Nous ferons le point dans un instant. Ouverture à Bagdad de la 34e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet avec la participation de Ahmed Attaf, représentant le président de la République. La question palestinienne figure en tête de l'ordre du jour. Au Maroc, le trafic de drogue fait partie intégrante de l'économie du pays. Selon des rapports européens, le Marzen protège et facilite le travail des narcotrafiquants et de hauts responsables marocains font partie de ces réseaux internationaux. En France, une partie de la classe politique est sous l'emprise croissante de réseaux idéologiques et financiers. Les hommes d'affaires agrandissent leur influence en finançant des politiques. L'exemple ce matin du ministre de l'Intérieur. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. On entame notre journal par les conséquences des intempéries survenues ces derniers jours et qui ont causé la mort de 7 personnes. Plusieurs wilayas du pays ont été touchées. Une délégation ministérielle s'est d'ailleurs rendue dans la wilaya déléguée de Rsar Chlala Tiarit pour constater l'étendue des dégâts et écouter les préoccupations des habitants. La délégation ministérielle est composée du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Brahim Barrad, le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base, le ministre des Ressources en eau, Taha Derbal, ainsi que le directeur général de la protection civile, Boualem Bourlef. Le ministre de l'Intérieur promet une prise en charge rapide des dégâts enregistrés et affirme que le président de la République a insisté sur l'élaboration d'une stratégie pour éviter de futurs dégâts similaires. Et les services de la protection civile en coordination avec les autorités locales poursuivent les interventions pour la prise en charge des sinistrés et des personnes touchées par les précipitations. Des dégâts matériels enregistrés dans plusieurs régions, Djelfa, Rouad, Boussaada ou encore Ouled Djellal. Le point par là au Fhamouch. En seulement 48 heures, plusieurs wilayas du pays ont été frappés par des pluies torrentielles, causant la mort de 7 personnes et de plusieurs blessés, mobilisant sans relâche les agents de la protection civile avec des centaines d'interventions. Les régions de Djelfa, Ouled Djellal ou encore Tipaza figurent parmi les plus touchées. Dans ces zones, les intempéries ont provoqué des crues soudaines, emportant tout sur leur passage. Nous tenons vivement à remercier les éléments de la protection civile qui ont été mobilisés depuis le début de ces intempéries. La wilaya de Djelfa a enregistré un bilan important marqué par des opérations de pompage qui ont été menées pour évacuer les eaux pluviales. Les agents de la protection civile ont procédé à des opérations de sauvetage de plusieurs familles et personnes bloquées dans leurs véhicules. Au total, ce sont près de 1000 interventions effectuées à travers 20 wilayas, entre opérations de pompage, d'urgence, sécurisation des structures en phase d'effondrement, ainsi que le sauvetage de 407 têtes de bétail récupérées dans diverses zones rurales. Face à cette situation critique, les autorités appellent à la vigilance et renforcent les dispositifs de secours. À ce titre, la Direction générale de la protection civile a lancé une vaste campagne d'information et de sensibilisation à travers les médias et les réseaux sociaux, afin de rappeler aux citoyens les mesures de prévention à adopter pour limiter les pertes humaines et matérielles. Des instructions strictes ont également été adressées aux directions des wilayas touchées pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens. Représentant le président de la République, Ahmed Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, prend part aujourd'hui à Bagdad aux travaux de la 34e session ordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet et de la 5e session du sommet arabe du développement. La question palestinienne figure en tête de l'ordre du jour de la session à la lumière de l'agression brutale de l'occupation sioniste sur la bande de Gaza. Le sommet abordera également la situation politique actuelle dans le monde arabe ainsi que les défis communs auxquels sont confrontés les pays arabes sur les plans économiques et sociaux.
Une nouvelle nuit d'horreur hier à Raza. Au moins 115 Palestiniens ont été tués par les bombardements sionistes sur différentes zones de l'enclave. Plus d'une centaine d'autres sont encore sous les décombres. Les camps de Jabalia et Beit Lahia dans le nord ou encore Khan Younes dans le sud ont été particulièrement ciblés. Par ailleurs, la situation humanitaire s'aggrave compte tenu du blocus imposé par l'occupant sioniste depuis 2 mois. Le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, a supervisé aux côtés du secrétaire général du Haut-Commissariat à la Mazirité, Silhesh Mirsad, l'ouverture d'une journée d'études intitulée La saison des médias en Amazigh en Algérie. Valorisation de l'expérience et perspectives d'avenir. L'événement s'est déroulé à l'université de Betna 1. Il s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence de la langue amazigh dans le paysage médiatique national avec un accent particulier sur l'évaluation des acquis dans ce domaine et l'exploration des perspectives de développement et de complémentarité à l'avenir. Au Maroc, le trafic de drogue fait partie intégrante de l'économie du pays. Selon des rapports et des spécialistes, le Marzen n'hésite pas à protéger et faciliter le travail des narcotrafiquants. Certains hauts responsables font même partie de ces réseaux internationaux qui écoulent des milliers de tonnes de cannabis régulièrement vers l'Europe notamment. Raouf Hamouch. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, chaque année, des milliers de tonnes de cannabis quittent le territoire marocain à destination de la France, de l'Italie et bien au-delà. Au Maroc, la culture du cannabis est officiellement autorisée dans 3 provinces déshéritées. Mais sur le terrain, c'est toute une autre réalité. Elle est largement répandue à travers l'ensemble du territoire. Et ce, avec la complicité et l'aide des services de sécurité marocains et même de hauts responsables du Marzen. العائلة الملكية تتاجر حتى في المخدرات الصلبة التي تأتي من أمريكا الجنوبية. Tout le monde est au courant que la famille royale est impliquée directement dans le trafic de drogue et même des drogues dures en provenance d'Amérique du Sud. Ces drogues dures seront ensuite envoyées vers l'Europe, trafic qui génère 17 milliards de dollars au profit de la famille royale. La complicité du Marzen ne s'arrête pas là. En août 2024, Mohamed VI a gracié près de 5000 cultivateurs de cannabis. Si pour certains cette décision est interprétée comme un geste à portée humanitaire visant à soulager des milliers de familles rurales, souvent piégées par la précarité, pour d'autres elle a une portée politique, si ce n'est criminelle afin de nuire à la région. Dans une découverte qui a fait l'effet d'un choc, les autorités algériennes ont découvert un tunnel clandestin creusé depuis le territoire marocain jusqu'à la région de Bab el Assa, wilaya de Tlemcen. Le Marzen utilise des méthodes particulièrement sournoises pour exploiter ce tunnel qui ne sert pas uniquement à la contrebande de cannabis. Il s'agit d'une véritable infrastructure au service d'un trafic de drogue de grande envergure, incluant des substances en provenance d'Amérique latine. Acheminées via l'Atlantique jusqu'aux côtes marocaines. Ces cargaisons sont ensuite destinées vers l'Europe, mais également introduites illégalement à travers la frontière algéro-marocaine. Mais cette affaire va bien au-delà d'un simple acte de contrebande. Les dimensions précises et l'ingénierie particulière de ce tunnel soulèvent des questions sérieuses sur ses usages futurs potentiels. Il est fort probable que ce tunnel ait été creusé selon des dimensions et des critères bien définis, laissant penser qu'il pourrait servir à bien plus qu'un simple trafic de drogue. Il n'est pas exclu que ce passage clandestin ait été conçu pour mener des opérations de surveillance, de sabotage ou d'introduction d'armes pour approvisionner les groupes terroristes opérant en Algérie. ديال تهريب المخدرات من المغرب للجزائر يشرف عليها جهاز المخابرات المغربي. Le trafic de drogue marocaine vers l'Algérie est aujourd'hui supervisé par les services de renseignement marocains. Le premier objectif est financier. Ces réseaux leur permettent de récolter des fonds pour financer leurs opérations. Le deuxième objectif est stratégique. Inonder l'Algérie de drogue pour affaiblir le pays et détruire le tissu social algérien, en particulier sa jeunesse. عابرة للحدود الجزائرية المغربية.
Selon les rapports des ONG internationales menées sur l'économie marocaine, les revenus générés par ce trafic devraient se situer entre 4,2 milliards et 6,3 milliards de dollars d'ici 2028, alors qu'une étude menée par l'Initiative mondiale de lutte contre la criminalité organisée a estimé que la production annuelle de cannabis dépasse les 700 tonnes, ce qui représente des recettes de 23 milliards de dollars, une somme qui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, dans les plus hautes sphères du Marzen, la corruption est devenue monnaie courante. Le Maroc, considéré par beaucoup d'observateurs internationaux comme un narco-État, fonde son économie sur le trafic de cannabis et de drogue. En France, une partie de la classe politique est sous l'emprise croissante de réseaux idéologiques. À travers divers financements de politique, des hommes d'affaires agrandissent leur sphère d'influence et tissent des toiles au plus haut sommet de l'État. Le ministre de l'Intérieur est le parfait exemple. Amela Sefta. En France, l'influence croissante de grandes fortunes sur la vie politique inquiète. Le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, connu pour ses positions ultra-conservatrices, finance discrètement plusieurs figures de l'extrême droite radicaliste. À travers fondations et réseaux idéologiques, il soutient des candidats comme Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, sénateur et prétendant à la présidence du parti Les Républicains. Je considère pour ma part que son absence ce matin et le fait de me prévenir hier soir qu'il n'était pas en mesure de venir physiquement pour des questions de sécurité n'est pas respectueux du travail de l'Assemblée nationale et de la commission d'enquête d'une part et ressemble à une manœuvre dilatoire puisque nous travaillons avec les services de l'Assemblée à organiser cette audition depuis près d'un mois. Quels sont les liens qu'entretiennent certaines personnalités politiques avec M. Stérin? Voilà les questions qui sont posées devant notre commission d'enquête. Voilà les questions qui sont posées pas seulement devant notre commission d'enquête, mais à la nation tout entière. Puisque si un homme peut décider d'utiliser son argent pour influencer les élections, alors nous sortons du cadre légal défini par la loi. Retailleau mène une campagne avec l'appui et le soutien indéfectible d'une partie des milieux économiques conservateurs et bénéficie d'un fort relais médiatique dans les chaînes du groupe Bolloré. Il y prône un discours rude sur l'immigration et les questions identitaires, tout en multipliant les attaques contre l'Algérie. Bruno Retailleau, dans sa campagne pour la présidence de LR, il a un thème. L'islam, l'islam, l'islam. Pour moi, l'islamophobie, elle est véhiculée principalement par le gouvernement. Quand on a un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui crie « à bas le voile » durant une conférence, ou encore lorsque le gouvernement crée des polémiques et des mesures afin justement de stigmatiser les musulmans. Entre influence de l'argent privé et radicalisation du discours, une partie de l'extrême droite française semble basculer vers des alliances idéologiques inquiétantes. Une dynamique qui fait craindre une prise en otage progressive du débat républicain au profit d'intérêts extrémistes. Face à la tragédie que vit le peuple palestinien, les regards se tournent vers les grandes capitales occidentales. Paris, par exemple, affiche une réserve qui sonne pour beaucoup comme un silence complice. La France dit défendre le droit international, mais ne fait aucun geste concret malgré l'ampleur de ces agressions sionistes. Walid Yossi. D'un côté, Emmanuel Macron dit tout faire pour mettre un terme au génocide. Et de l'autre, il continue de signer des contrats avec Israël, il continue de fournir des armes à l'armée d'occupation israélienne. Un soutien qui passe mal chez certains diplomates, analystes, mais aussi dans la rue. Car pour beaucoup, la France applique une politique de 2 poids 2 mesures. Il continue de maintenir emprisonné le communiste libanais Georges Ibrahim Abdallah depuis maintenant plus de 40 ans dans une prison française. Et il continue surtout à criminaliser toute expression de solidarité avec le peuple palestinien. C'est notamment le cas de Anas Kazib qui va passer en procès le 18 juin prochain en raison d'un tweet dénonçant la complicité criminelle entre l'Union européenne et l'entité sioniste. Officiellement, Paris se dit attaché au respect du droit international et appelle à la protection des civils. Mais dans les faits, la prudence du langage et l'absence de mesures concrètes face à l'ampleur des destructions suscitent l'incompréhension. Aujourd'hui en France, on fait face à un gouvernement extrêmement autoritaire qui veut faire taire toute contestation de sa politique impérialiste et coloniale et notamment toute contestation de son alliance stratégique avec l'entité sioniste. Pendant ce temps-là, à Gaza, des familles entières sont toujours ensevelies sous les décombres. Des hôpitaux de fortune débordés accueillent les blessés à même le sol. Depuis octobre 2023,
plus de 53 000 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les frappes de l'entité sioniste. Lancement d'un nouveau service de paiement en ligne pour le versement des cotisations sociales par les Algériens établis à l'étranger. Il est désormais possible de le faire en ligne, évitant les déplacements et facilitant l'opération. Waïd Yossi pour les explications. C'est une avancée majeure qui va changer le quotidien de beaucoup d'Algériens établis à l'étranger. Ils peuvent désormais cotiser à la sécurité sociale algérienne sans faire le déplacement, et ce grâce à un nouveau service de paiement en ligne. Les affiliés peuvent s'acquitter de leurs cotisations directement depuis l'étranger en un seul clic. C'est une bonne chose pour les assurés souhaitant bénéficier d'une retraite intégrale en Algérie. Ils peuvent désormais payer leurs cotisations en ligne. C'est une initiative louable, une plus-value pour les Algériens établis à l'étranger, surtout les jeunes. Le principe est simple. Depuis n'importe quel pays, il suffit de se connecter au portail dédié et d'effectuer le paiement à l'aide d'une carte Visa. La communauté algérienne établie à l'étranger peut payer ses cotisations via une carte Visa. La carte Visa permet aux assurés sociaux algériens résidant à l'étranger de ne plus se déplacer en Algérie pour régler leurs cotisations. Une avancée significative dans la digitalisation des services publics, saluée par la communauté algérienne établie à l'étranger. La pêche continentale, très prisée en cette période de l'année, l'objet d'une compétition sportive à Béchal. Le barrage de Djorf Torba regroupe des amateurs de la région et celles des régions avoisinantes dans la bonne humeur, nous dit Jawida Bab Ahmed dans ce reportage. Canne à la main, casquette vissée sur la tête, regard fixé au-delà de la fameuse étendue aquatique de la Saoura, le barrage de Djorf Torba. Des rires par-ci, des rigolades par-là, c'est l'atmosphère que créent plus de 40 pêcheurs durant le concours de la pêche récréative et continentale le week-end dernier. Cette manifestation est parmi celles des ports et barrages bleus. Aujourd'hui, nous avons 45 participants, ça se passe dans de bonnes conditions. À la fin, nous organisons une campagne de nettoyage aux alentours du barrage. Je suis un participant de l'association des pêcheurs La Saoura. Non, je suis membre, oui, je suis membre. Et en même temps, je suis pêcheur. C'est une occasion favorable pour octroyer les pêcheurs et les rassembler dans un climat fraternel. J'ai participé à cette fête sportive qu'a organisée l'association Saoura, que je remercie d'ailleurs, pour le plaisir de la pêche. Nous, les pêcheurs, formons une seule famille. Entre potes, c'est plus qu'une famille. On crée cette ambiance de joie pour les gagnants et une autre de rigolade pour ceux qui ont échoué. C'est ça le charme. Le barrage de Djorf Torba est parmi les barrages les plus grands au niveau national, la raison pour laquelle on y trouve plusieurs sortes de poissons. On y trouve la carpe miroir, la carpe commune, le barbeau du désert, la perche soleil. On y trouve des poissons qui, leur poids dépasse les 7 kilos. Le concours, une vraie fête. Petits et grands, débutants et vieux briscards de la ligne, tout le monde a joué le jeu. Le barrage offrait un décor parfait pour cette rencontre où la nature, le sport et le sourire étaient les vrais gagnants. Cette activité coule dans mes veines. C'est mon remède. Une sorte de sérénité et de paix intérieure. في هذه المنافسه اللي راهو جايين فيها الصيادين العائله الواحده مرحبا بكم انتم اصلا في العائله الواحده هذه. Ce lieu, avec cette manifestation, sont un vrai puits de bonheur, une source de plaisir pour cette famille de pêcheurs. حاسين تاع السعاده اللي يجوا هنايا يفرغوا كاع وهذيك العائله كما قلت لك فيها الخرجه نتاع الناس. Conclusion, à Djorf Torba, on pêche sérieux, mais sans se prendre au sérieux.
Du football à présent avec l'ultime journée du groupe Centre-Est au championnat de Ligue 2 amateur. Une journée décisive pour le bénéficiaire du seul billet donnant accès à la Ligue 1 professionnelle la saison prochaine. Le MB Ruisset affrontera donc l'USM Al-Harrach dans un match décisif. Maïs Al-Bouhla pour les détails. L'heure de vérité a sonné. Qui validera son billet pour l'élite? La tension sera à son comble ce samedi à 16h dans le groupe Centre-Est. 2 clubs, un seul ticket et une ultime journée qui s'annonce déterminante. Le MB Ruisset et l'USM Al-Harrach se livrent un duel à distance pour décrocher la montée tant convoitée. À domicile, au stade de Ouargla, le MB Ruisset n'a besoin que d'une victoire face à l'US Chaouia, déjà sauvé pour écrire une page historique et une accession en Ligue 1 pour la première fois depuis la création du club en 1964. Mais l'ombre de l'USM Al-Harrach plane toujours. Les Algérois accueilleront l'Iber Missel Khachna avec une seule idée en tête, l'emporter et espérer un faux pas du leader. Dans ce scénario, un simple nul de Ruisset pourrait suffire au bonheur des Harrachis. Mais encore faut-il que le miracle ait lieu, le MB Ruisset ayant affiché une solidité impressionnante à domicile cette saison. Du côté du groupe Centre-Ouest, l'accession ne fait plus débat. L'US Ben Aknoun a plié l'affaire depuis plusieurs journées. Les Algérois qui reçoivent sans pression le SCAPR Mismeliana, qui sera relégué en division inférieure. L'étoile sportive de Ben Aknoun retrouvera la Ligue 1 un an seulement après l'avoir quitté. Une remontée, toutefois express. Derrière, le RC Kouba devra se contenter du rôle de dauphin après avoir manqué de constance dans la dernière ligne droite et tentera de terminer sur une bonne note face à l'US Béchar Djedid. La JS Elbir de son côté se rendra sur la pelouse du SC Mechlia Lanterne Rouge et déjà relégué avec l'ambition de sécuriser une place sur le podium pour son retour en Ligue 2 et finir sa saison en beauté. Le mois du patrimoine s'achève demain et on a choisi de vous présenter Rsal Fatma à la frontière tunisienne, un palais érigé entre le 3e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Il est resté debout malgré le poids du temps, témoin des civilisations qui se sont succédées. Reportage de Saïda Maïf. Situé à une 50aine de kilomètres de la ville d'Attaraf, dans la commune de l'Ayoun, à la frontière tunisienne, le palais Fatma, Oqsal El Fatma, s'élève au milieu d'une forêt dense de chênes-lièges dans la région de Ouedjnen. Remontant à la période romaine entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ, ce fabuleux site archéologique témoigne de la richesse des civilisations antiques. Édifié entre le 3e et le 4e siècle après Jésus-Christ, l'histoire raconte que les Romains y vécurent jusqu'au 7e siècle. Son architecture très particulière est dominée par les arcades. Ce site archéologique se constitue d'une villa de 2 étages construite en moellon, le premier étage pour les nobles et le dessous pour les ouvriers et les différentes tâches ménagères. Encore un ensemble de fermes, de pressoirs à olives et des espaces pour la transformation de produits agricoles. Ce patrimoine culturel, avec sa villa, ses fermes et ses thermes, nous livre ses secrets et la légende originaire de son appellation. La légende d'Ursal raconte qu'une femme riche nommée Fatma a exigé au préalable à son prétendant de lui construire un palais avec une amenée d'eau aqueduc romain à partir d'une source située à 750 mètres. Ce n'est que 40 années après que le prétendant a pu exaucer son vœu. L'histoire raconte qu'il mourut juste après l'achèvement de l'édifice. Quelques sentiers étroits plus loin, nous retrouvons les thermes romains encore visibles malgré le poids des siècles. Les thermes se constituent de 9 chambres, dont 3 principales, le frigidarium où l'on prenait des bains froids, opposé au caldarium où la température du bain y était très élevée. Et il y a aussi le juste milieu, le tépidarium avec une chaleur moyenne, stable, émanant des murs et du sol en pierre.
Après le classement de ce monument aux nombreux vestiges archéologiques en tant que site archéologique national protégé et une fois sa restauration achevée, ce site de toute beauté pourra faire l'objet d'un lieu touristique par excellence. Ce palais comporte nombreuses caractéristiques et atouts lui permettant de drainer un nombre important de touristes nationaux et étrangers, d'autant qu'il se trouve à la limite de la frontière tunisienne. D'ailleurs, la population de Oued-Jnen, dans la commune de l'Ayoun, est très accueillante et hospitalière. La direction de la culture et les autorités locales et sécuritaires œuvrent inlassablement à la préservation de ce legs culturel. Ce monument s'inscrit dans notre patrimoine culturel et historique riche et diversifié, dont nous sommes très fiers. Sa préservation est l'affaire de tous. D'ailleurs, les gardes forestiers sont toujours à pied d'œuvre pour le protéger et le sauvegarder. Classé en 2023 par le ministère de la Culture et des Arts en tant que site archéologique national protégé, le palais Fatma aura bénéficié ainsi d'un cadre juridique lui permettant une meilleure préservation, voire une meilleure valorisation digne d'un tel monument historique. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.